Mesdames et messieurs, bonsoir. Il écrit comme il philosophe, style furtif, esprit tranché, plumes sans dentelle. La réalité est tout simplement saisissante. Un deuil national qui passe par la fiction. L'auteur interroge parce que l'auteur est dans l'inconfort. Pas de surprise, c'est un texte bombe de délices délire dans une société en dérive. L'auteur est un habitué de belles lignes. Professeur Songuediou, bonsoir. Bonsoir, Papa. Et bienvenue chez vous. Merci beaucoup. L'onomastique, elle est importante dans cet ouvrage. Oui. Et d'ailleurs, elle nous montre que ce texte est bien ancré dans une société traditionnelle qu'on en parle peu, c'est la société Tiado, et le choix des noms n'est pas fortuit. Oui, le choix des noms n'est pas fortuit parce qu'il s'agissait de dire, mais un peu sur le mode de la dérision. Oui. Et dire sur le mode de la dérision, c'est permettre à quelqu'un, du point de vue de l'espace romanesque, de s'évader, mais également d'avoir, comme on dit, sa morsure véritablement du réel. Et que le choix des mots a été méticuleusement travaillé. Et si vous faites attention, le professeur Djibril Samb lui-même l'indique, il y a un subtil jeu de mots qui fait qu'on a l'impression que le personnage, il n'est que, et en réalité, il se dédouble dans le roman. Exactement. Pourquoi les noms Tiado? Tiado, Pape, c'est vous qui appliquez cet adjectif Tiado. Je n'avais pas à l'esprit justement de trouver des noms Tiado en tant que tel. Oui, mais juste des noms qui disaient. Autrement dit, des noms qui ne laissaient personne indifférent, qui avaient une certaine forme de musicalité. C'était ça un peu la priorité, et non pas nécessairement aller trouver entre guillemets des noms Tiado. Voilà. Les Tiado, une société qui aime la liberté d'aimer, mais entre les deux personnages, Fatima de Koulfen et Lifa de Koul, je pense que c'est ça. C'est bien ça. Les noms de ce couple-là les opposent. L'amour les oppose, mais ils sont dans l'obligation de vivre ensemble. Comment appelle-t-on cet amour? C'est un amour tragique, comme la plupart des amours humains. Mais quand on fait attention, lorsque nous disons Fatima Fen de Koul et Lifa de Koulfen, en fait, ils ont en commun quelque chose. C'est d'être des citoyens de partout et en même temps de nulle part. Oui. Parce que Fen de Koul, c'est entre guillemets une sorte de locataire du néant, mais également de Koulfen. Donc ça veut dire quoi? Nous avons ouvert la porte à simplement une sorte de voyage onirique. Mais dans ce voyage onirique, c'est vrai, nous partons du réel, mais c'est un réel sublimé qui nous permet de faire dire à ces personnages-là des aspects qui correspondent à la vie des membres de leur propre société. Donc ils sont unis par l'amour, mais j'ai envie de dire que tout amour a une part de tragédie. Oui. Et c'est cette part de tragédie que nous avons essayé de mettre un peu en évidence, une manière de montrer que l'amour est un sentiment diffus, un sentiment obscur, un sentiment complexe qui unit, mais en même temps qu'il unit, il divise. Ce sont ces secrets de l'amour-là que nous avons essayé de visiter à travers cette intrigue un plus ou moins complexe entre Fatima de Koulfen et Lifa Fen de Koul. Un couple qui fait l'éloge à l'infidélité, pourquoi? C'est pas le couple en tant que tel, mais c'est une partie du couple. C'est Fatima qui fait une sorte d'éloge de l'infidélité. Mais il faut mettre éloge entre même si Lifa n'est pas fidèle. Hein. Oui, Lifa également n'est pas un modèle de fidélité, c'est pas un puritain du tout. Oui, mais Fatima, c'est un peu la représentation symbolique d'une bonne part d'hypocrisie sociale. Oui. Parce que Fatima, elle dit très clairement, vous le verrez dans l'ouvrage, qu'en fait, la véritable hypocrisie est celle-là qui consiste à vivre auprès d'un homme pour qui on ne ressent presque plus rien. Et donc, le fait de devoir vivre presque par devoir, lorsque l'amour, mais justement se conjugue en termes de devoir, il n'est plus du tout amour. Et donc, Fatima, elle a l'occasion, mais un peu de clouer au pilori cette forme d'hypocrisie sociale consistant à dire, écoutez, quand bien même vous avez cessé de l'aimer, vous avez de la conjoncture, vous vous êtes unis devant Dieu, devant les hommes, et c'est cette force de mascarade sociale-là qui l'amène plus ou moins à dire, écoutez, est-ce qu'il n'y a pas plus de pureté et de beauté dans justement l'infidélité? Parce que quand on est infidèle, justement, on a évité d'être à côté d'un homme qu'on a cessé d'aimer et d'être à côté de lui seulement par devoir. Et là où nous sommes infidèles, c'est là où nous sommes fidèles véritablement à nous-mêmes. C'est un peu ce que dit en substance dans cette partie-là ce personnage de Fatima. Et Fatima parle à la page 87. Une fidélité subie et damnation, là où une infidélité voulue et jubilation. Ça, c'est un hymne à l'infidélité. Oui, vous pouvez l'appeler hymne à l'infidélité, mais elle était en train de se parler à elle-même. Parce que le livre, un peu, c'est une sorte de déferlement de train de la mémoire. Et donc, dans ce dialogue à elle-même, elle est obligée de reconnaître qu'en fait, quand on l'accuse d'infidèle, la traite de tous les noms d'oiseaux, de toutes les tares du monde, mais à ce moment-là, c'est en ce moment qu'elle se réconcilie avec elle-même, parce qu'elle sait que c'est au nom des lois suprêmes de l'amour qu'elle est à côté de cet homme-là avec lequel elle est jugée, justement, en tenir une relation infidèle,
coupable qui va à l'encontre de toute la moralité. Oui. Donc justement, quand elle dit que c'est une infidélité voulue, elle est jubilation, mais ça veut dire que c'est à ce moment-là qu'il y a accord de la pensée avec elle-même. Même si elle se rattrape un peu en disant, écoutez, cela quand même était un peu condamnable du point de vue de l'éducation religieuse qu'elle avait reçue. Mais ce qui est important, ce n'est pas simplement qu'elle paraisse faire une sorte d'éloge de l'infidélité, mais pourquoi elle en arrive là, c'est ça le problème. Parce que ce qu'il y a derrière, c'est la dénonciation de toutes les formes d'hypocrisie sociale. Parce qu'elle dit très clairement qu'elle connaissait des dames de son entourage qui étaient adultérines, connues de tout le monde, mais tant qu'elles étaient entre guillemets sous les liens du mariage, cela se gérait, alors que de son point de vue là, ce sont elles qui étaient condamnables, mais pas elle, parce qu'encore une fois, elle n'obéit, n'agit que selon la loi suprême de l'amour. Parce qu'elle le dit, et vous l'écrivez, et c'est magnifique, il faut faire la différence entre l'amour social et l'amour-liberté. Absolument. Elle s'empare de ce mot de Madame Bovary, que vous connaissez très bien. J'ai un amant. J'ai un amant. Et elle s'écrit, elle semble jouir, elle semble véritablement retrouver tout le soleil et toute la beauté du monde à ce moment-là. Donc elle prend un peu la peau de Madame Bovary pour dire que justement, cet amour-là, il se passe de régimentement social. Et en tant que cet amour-là se passe de toutes les contraintes et toutes les formes d'enrichissement, de toutes les hypocrisies, c'est un amour plein qui est apte, encore une fois, à nous faire jubiler, à nous faire triompher, plutôt que l'autre amour qui est une convention sociale qui nous livre simplement à l'esclavage et à la certitude. Et comment en est-on arrivé là, cet amour virtuel, artificiel? Aujourd'hui, ce qu'on en montre, et ce qui se démontre par les faits et par les chiffres, que le divorce est maintenant devenu une règle à l'intérieur du couple. C'est par rapport à cet amour social-là qui est imposé aux couples et plus fortement aux femmes. Absolument. Justement, elle a la pertinence de le dire en montrant et en ayant le courage, parce que c'est une femme très courageuse pour oser dire ce qu'elle est en train de dire. Elle était en train de montrer justement que heureusement qu'il y a de l'infidélité, et elle montre qu'en substance, en parodiant un auteur qui s'appelle Halimi, Serge Halimi, qu'en fait, ce n'est que par la vertu, entre guillemets, de ces infidélités, mais que beaucoup de couples arrivent, entre guillemets, à sauver les meubles et à survivre. Et de ce point de vue-là, oui, il y a un semblant d'éloge à l'infidélité, mais plus fort que ça, il y a une dénonciation de toute l'hypocrisie sociale qui entoure mais ce lien sacré qui est appelé mariage. Et surtout quand il s'agit d'une femme. Et surtout quand il s'agit d'une femme qui est très fragile, et l'infidélité masculine dans nos sociétés, elle est plus tolérée, plus acceptée. Elle est même guerrière parfois. Absolument, et c'est pourquoi elle insiste sur le fait que c'est une forme d'injustice qui est faite à la femme. Continuons avec le thème de l'amour. Oui. Faire l'amour, vous dites, c'est une ruse de la nature qui veut tout simplement sa reproduction, parce que la nature a besoin de sa reproduction, mais pas l'amour en tant que tel. Oui. Oui, c'est une manière un peu pessimiste d'envisager quand même l'amour. Oui. Parce que ce mot-là, c'est une façon de dire, écoutez, derrière tous les poèmes enflammés, derrière tous les bouquets de fleurs que nous pouvons offrir aux personnes, nos amours, qu'est-ce qui se joue? C'est que nous sommes simplement les instruments de la nature, par laquelle elle ruse avec nous, sans que nous ne le sachions. Nous sommes simplement un peu au service du besoin de perpétuation. C'est un peu une lecture plus ou moins schopenhauerienne, parce que c'est Schopenhauer qui, dans le fond, montre ça, qu'en réalité, il n'y a pas d'amour authentique, véritable, tel que nous le chantons et le déclamons sous tous les thèmes, mais qu'en réalité, nous ne sommes que des esclaves de la nature qui nous utilisent, mais pour assouvir un instinct, mais cet instinct-là, il est au service de la perpétuation de l'espèce. Une ruse de la nature, faire l'amour, ça, c'est une phrase choc. Mais continuons avec le mot infidélité. Une société infidèle à ses principes. Commençons d'ailleurs par la tyrannie parolière. Vous en parlez et c'est magnifique. Une fausse parole, une parole qui tue même la sacralité de la parole, et vous demandez une grammatologie du silence. Oui, c'est une façon de faire un clin d'œil, je l'ai déjà dit dans le texte, à ces grands maîtres de l'ancienne Grèce antique. Parce que je dis, c'est des gens qui avaient compris la vertu un peu du silence. Et nous nous sommes rattrapés par ce que j'ai appelé cette parole fétichisée, cette parole fausse, cette parole faussée. Parce que un peu, cela accompagne le mouvement de démocratisation. Dans tous les pays du monde, à l'espace mondial, la démocratisation, elle est accompagnée par une forme de libération de la parole. C'est quelque part bon. La parole citoyenne, elle est bonne, elle se fait entendre plus qu'elle ne l'était dans des régimes de pensée unique. Mais ce qui l'accompagne de façon pernicieuse, malheureusement, c'est qu'encore une fois, les forces d'expertise se multiplient, et en tant que les forces d'expertise se multiplient, la parole, elle est vidée de sa substance, elle n'est plus un moyen par lequel on cimente le lien social, elle n'est plus le moyen par lequel on transmet du savoir, mais encore une fois, elle est dévolue à tout le monde. Or, dans la perspective de ce personnage original, Khalifa de Kulfen, il est en train de montrer que tout le monde n'a pas droit à la parole. Et là où tout le monde parle, là où foi
foisonne le bavardage, il vaut mieux retrouver les vertus thérapeutiques de ce silence-là. Et il fait un clin d'œil à ces maîtres de la Grèce antique qui se levaient le matin, allaient à l'école et au fond, quand ils entraient en salle de classe, ils se taisaient pendant 30 minutes. Et quand les élèves étaient un peu curieux, à la fin, l'un d'entre eux, Diogène, il avait l'habitude de leur dire c'est un cours de silence. Pourquoi? Parce qu'il y a longtemps que nous parlons et que nous ne disons rien. Et à partir du moment où il y a longtemps que nous parlons sans rien dire, il vaut mieux se taire. Et il faut cultiver la vertu du silence parce que c'est une sorte de baume cathartique et thérapeutique par rapport au délire et aux dérives parolières auxquelles nous habitons. Et il nous faut du silence au Sénégal. Oui, parce que la parole, elle est synonyme de pouvoir, vous le savez. Oui. Tous les sophistes de la Grèce antique devaient simplement leur prestige à leur maîtrise de l'art de communiquer. Oui. Mais au Sénégal, tu le sais très bien, mais la parole, elle nous tient en otage parce que tout le monde parle, or tout le monde n'a pas le droit à la parole parce que tout le monde ne sait pas. C'est pourquoi il emploie cette expression de tyrannie parolière. Ça veut dire que la parole, au fond, elle est devenue même une sorte de moyen de promotion individuelle. Oui, la parole est maintenant l'assassin, débloque l'ascension sociale, la parole. Elle débloque l'ascension sociale, on a l'impression que c'est le chemin le plus court, entre guillemets, vers la réussite. Or, cette parole-là que nous vénérons dans l'espace public, cette parole par laquelle je considère, moi, qu'il me s'agit de triompher sur des plateaux de télévision, de radio, etc., pour avoir un statut social que ni mon travail, ni ma vertu, ni ma dignité ne me permettent simplement de toucher, c'est une manière de montrer qu'en ce moment-là, la parole, elle a cessé d'être parole. C'est une parole faussée et une parole faussée doit être vidée pour céder la place au silence. L'excès de parole tue le sens. L'excès de parole tue le sens et quand la parole... Tout excès est nuisible. Tout excès est nuisible. Et quand la parole, elle est dévolue à tout le monde, elle devient plus dangereuse que n'importe quelle autre arme de destruction. Donc notre champ politique est dangereux. Une perche pour parler un peu de la politique avec l'IFA qui fait des réflexions sur la politique, mais je dirais que l'IFA, c'est un idéaliste et c'est même un rêveur. Cette politique-là, il faut faire comme Diogène Layas, allumer une torche pour chercher cet homme politique. Il n'existe pas dans ces sociétés. Oui, mais qu'il n'existe pas ne nous prive pas du droit de le penser. C'est ça le problème. Lui, il part du réel. Il n'est pas un utopiste. Il croit encore qu'il est possible de réconcilier la politique avec elle-même. Parce qu'il y a un passage où il dit il faut tuer la politique pour la faire renaître, mais la faire renaître en d'autres termes. Ça veut dire simplement qu'il s'est rendu compte qu'en réalité, la politique telle qu'elle est pratiquée, elle est complètement dévoyée de sa mission et de ses finalités. Et donc lui, c'est vrai que vous le traitez d'idéaliste, parce que quand on considère ce qui se passe autour de nous, nous avons l'impression que c'est un projet absolument utopique. Mais lui, il dit nous ne devons pas désespérer de l'humain. Et en tant que nous ne devons pas désespérer de l'humain, il faut continuer à dire ce qu'est la politique, espérer un jour que les hommes puissent conformer leurs actions, leurs pratiques politiques avec véritablement ce qu'est la politique au sens le plus noble. Mais il le dit, les hommes politiques ne sont plus des marchands d'espérance, ils sont des marchands d'illusions. Ils sont des marchands d'illusions et justement, il en appelle véritablement qu'on mette fin à cette race d'hommes politiques pour faire émerger véritablement des gens aptes à porter le développement de leur propre société. N'est-il pas trop optimiste avec l'actualité, avec ce qui se passe? Oui. Parce que ce livre parle autant. Autant, c'est vrai. Il parle autant, mais en même temps, c'est un non-temps. Parce que n'oubliez pas que nous sommes dans l'espace romanesque, qui, en tant que tel, a beaucoup de fiction. Donc, ce n'est pas ce qu'il dit qui ressemble au réel et à l'actualité, mais disons que c'est à l'actualité qui ressemble à ce qu'il dit. Parce que ce que dit le roman a une valeur plus ou moins intemporelle. Oui, comme l'intellectuel d'ailleurs. Passons de l'homme politique à l'intellectuel. Il est seul face à la foule. L'exemple, c'est avec Baba Ndiogou Pathé Demba Fari, pour parler un peu de l'onomastique, qui n'est pas facile. Il est l'incompris parce qu'il a l'audace de remettre en cause la pensée de l'imam, de surcroît dans une mosquée. C'est un suicide collectif ou bien? Oui, quelque part, c'est un suicide. Mais vous l'avez dit, c'est la mission solitaire. Ça veut dire que Ndiogou Baba Demba Pathé Demba Fari. Donc, ça veut dire simplement qu'au fond, il est en train de dire voilà ce que devrait être la mission de l'intellectuel. Oser penser contre la foule. Parce que quand on n'ose pas penser contre la foule, rien ne nous distingue de la foule. Je crois que c'est Jules Deleuze, un peu, qui disait en substance qu'en fait, le philosophe, si on dit qu'il ne doit pas parler
de tout le monde, à tout le monde, mais il est évident aussi qu'on doit reconnaître qu'il doit parler à tout le monde des problèmes de tout le monde. Et Ndiogou, il est en train de montrer que l'intellectuel doit avoir le courage d'aller à contre-courant véritablement des vérités établies par la société. Et sans ce courage intellectuel, quelque part suicidaire, dans des sociétés très rigoureuses, très conservatrices, mais c'est le prix à payer justement pour la liberté. C'est le prix qu'ont payé tous les intellectuels, mais de Socrate à nos jours. Et si vous choisissez, parce que un personnage n'est pas fortuit. Quand on le choisit, c'est parce qu'on veut dénoter quelque chose. Si vous choisissez l'imam, si vous mettez le cadre spatio-temporel dans une mosquée, autrement dit, ça montre que la religion, d'une manière générale, est allergique à la critique, c'est ça. C'est moins la religion que le rapport que nous entretenons avec la religion. Okay. Et donc, quand nous prenons le cadre de la mosquée, c'est véritablement le cadre où véritablement il y a une forme de consensus, où on semble s'accorder pour l'essentiel sur des valeurs sur lesquelles, quand en dehors de l'espace sacré de la mosquée, nous divergeons. Et donc, Ndiogou, il prend prétexte justement de ce semblant de dévotion, de communion, de cette ferveur divine pour rappeler les hommes, encore une fois, à leur propre hypocrisie. Et une manière de montrer que la religion, elle est instrumentalisée, et en tant qu'elle est instrumentalisée, elle devient serve d'ambition personnelle. Et en ce moment-là, Ndiogou, il dit, le rôle de l'intellectuel, quand bien même il y a une sorte d'omerta par rapport à tout ce qui touche le religieux, lui, il a le courage de s'attaquer à l'imam, mais quand il s'attaque à l'imam, ce n'est pas du point de vue de la religion et du texte qu'il dit, mais de l'utilisation qu'il peut en faire et de la foule, comment la foule peut s'en emparer. La pensée, il attaque. Il attaque, parce que toute pensée est critique, toute pensée est subversive. Ndiogou est en train de montrer que quand il n'y a pas de subversion, il n'y a pas véritablement de pensée. Parce que la pensée, elle est subversive, elle est révolutionnaire par essence. La presse a également pris sa dose. Absolument. De la médiacratie à la médiocratie, c'est tout un pan de la presse qui s'effondre. Absolument, c'est tout un pan qui s'effondre. Médiacratie, pourquoi? Parce qu'à un moment donné, la presse, c'est vrai, naturellement, elle est synonyme de pouvoir, mais si on l'arrime au développement de notre société, il y a un moment où tout le monde avait pour vocation de devenir journaliste. C'est à l'horizon des années, avec la naissance des premières chaînes de radio privées, TFM, Walfadjri, beaucoup de vocations sont nées. Et donc, à ce moment-là, on a considéré que pour l'essentiel, la première alternance n'a été rendue possible que, mais par la contribution essentielle de ces organes de presse. Donc, médiacratie, mais j'ai dit plus tard, 10 ans plus tard, dégénérescence. Pourquoi dégénérescence? Parce qu'encore une fois, ce n'est plus le culte de l'excellence, ce n'est plus le culte de l'informé vrai, mais au contraire, c'est une société dans laquelle tout le monde s'improvise journaliste et en tant que tel, on a assassiné ce beau métier qui était le journalisme. C'est pourquoi j'ai dit, on est parti de la médiacratie à la médiocratie. Quand vous rencontrez des journalistes d'aujourd'hui, certains d'entre eux, ils sont incapables de vous aligner 2 phrases de français correctes. Ça veut dire qu'ils n'ont pas de souci pour l'excellence, ils n'ont pas de souci pour la brillance, ils n'ont pas de souci pour la rigueur professionnelle et scientifique. Et ces gens-là, j'ai dit, ils sont assassins. Moi, j'ai été un peu nostalgique de cette époque-là que j'évoque. Avec Laye Diaw, avec les Bara Diouf, avec des journaux tels que Afrique, Asie, tels que Jeune Afrique, les Alexis Ndiolofoun, bref, toutes ces grandes figures-là du journalisme qui avaient fait du Sénégal, du CESTI, un pôle d'excellence où tous les Africains venaient se former ici. Et quand vous disiez d'un journaliste qu'il s'agisse d'Africa numéro 1 ou de n'importe quel organe, il est sorti du CESTI, c'était comme la Bible pape. Mais plus tard, qu'est-ce que les héritiers ont fait de ça? Ils l'ont véritablement prostitué. Et en tant que tel, c'est avec beaucoup de nostalgie, mais également avec beaucoup de chagrin au cœur que j'ai été amené à dénoncer ça. Et j'ai dénoncé également le fait que de plus en plus, la presse, elle est esclave de quoi? Elle est esclave des businessmen et des hommes d'affaires. Parce que naguère, les journalistes, c'était des gens un peu de la profession et du sérail. Mais aujourd'hui, mais pas regarde derrière tous les présidents ou bien tous les patrons de presse, rares sont ceux qui sont véritablement journalistes de formation. C'est un business fructueux, très lucratif, et que donc en tant que tel, les journalistes, ils sont devenus, j'ai dit, captifs de 2 divinités, c'est le pouvoir, mais également l'argent. Et peut-être le travail qui est le trait d'union, parlons du travail et de ses méfaits, surtout sur le créateur. Ce texte, parmi, il y a des passages où on a l'impression que c'est une insurrection contre la logique, contre la science, qui tue la création, qui tue l'originalité, mais malheureusement, nous sommes obligés
de travailler, mais d'habitude, le génie est celui, parfois, comme disait Jean Dormasson, qui ne veut rien faire, qui n'a envie de rien faire. Le génie, il est par nature indiscipliné. Un génie, on ne le discipline pas. Et c'est pourquoi nous avons dit qu'il y a une forme de culte de la paresse. Il y a une forme d'éloge un peu de cette forme de liberté par laquelle on préfère se nourrir de ses aventures, de ses intrigues amoureuses, plutôt que d'être victime de ce que j'ai appelé cette forme de police-là, paraphrasant Nietzsche d'ailleurs, que constitue le travail. Autant le travail peut être indispensable à la vie d'une société, mais autant il peut également être ce qui entrave de façon durable et profonde tout ce qu'il y a d'émotion, tout ce qu'il y a de créativité en nous. Peut-être que la bouée de sauvetage, ce ne sera pas le travail, c'est l'art. Ou bien réconcilier le travail et l'art. Faire du travail un instant de création et de récréation. Pour l'Ifat de Koulfen, l'homme cherchera toujours à se libérer de la servitude à lui imposer par le logos, à déchirer tous les voiles pour coïncider intimement avec l'essence des choses. L'Ifat de Koulfen de concéder que 2 plus 2, ou bien 2 plus 2 font 4, 2 fois 2 font 4, ce n'est pas la vie, mais le début de la mort. Oui, ce n'est pas la vie, le début de la mort, parce que là, c'est toute l'arithmétisation de l'existence. Or, il est en train de montrer que la vie, elle est émotion. La vie, elle est un peu jaillissement de l'inattendu. Elle est un peu manifestation de l'inespéré. Et quand il, de façon allégorique ou métaphorique, 2 fois 2 font 4, ce n'est pas le début de la vie, mais c'est la mort, il paraphrase un mot célèbre de Dostoïevski. Oui. C'est à lui qu'appartient ça. Il est en train de montrer encore une fois que l'homme authentique, parce que l'IFA est un chantre de l'homme authentique, l'homme qui s'oppose à, entre guillemets, l'homme sérieux. Et donc, il est en train de montrer que cette arithmétisation de la vie, ce calcul méthodique, méticuleux, par lequel on dresse préalablement tout le cours et toute la trajectoire d'une existence, il dit ce n'est pas la vie, c'est véritablement la mort. Parce que la vie, elle est jouissance. La vie, elle est surprise. La vie, elle est énigme. La vie, elle est beauté. La vie, elle est mystère. Or, quand vous l'arithmétisez, vous la tuez. C'est pourquoi il enseigne en substance que 2 fois 2 ne font pas 4, mais font 10, font 15, font 1000. C'est ça qui fait véritablement le charme de la vie authentique. Et Césaire disait qu'il se réclame de la démence précoce. Thème extrêmement important, surtout pour les surréalistes, et je ressasse un vers qui fait polémique, un vers de Senghor. La raison est Hélène comme l'émotion nègre. Comprenons par là raison comme arithmétisation de la société. Mais nous, il faut fonctionner par l'émotion. L'émotion fait le lit du génie, c'est ça. L'émotion fait le lit du génie, mais également l'émotion rend possible une existence authentique. Et d'ailleurs, quand vous citez Senghor, il faudrait reconnaître que je crois que nul auteur n'a jamais autant trahi et volontairement incompris que Senghor. Parce que quand il disait l'émotion est nègre, ce n'était pas une manière de nous river à une civilisation de l'émotionnel, du rire et de la danse, mais que non, c'était une façon de montrer un peu la différence d'aperception du réel qui nous séparait des autres cultures, et en particulier des cultures albo-européennes. Et donc ici, c'est une forme de retourner à la pureté du cœur. C'est une manière de demander aux hommes d'écouter leur cœur. C'est une manière d'homme de dire vivez, mais vivez d'une vie authentique et originale qui n'est pas esclave de toutes les contraintes et de toutes les servitudes et de toutes les nécessités de la vie. Un thème d'ailleurs magnifié par Souleymane Bassidiagne dans son livre Bergson postcolonial. Vous rendez hommage à Souleymane Bassidiagne, au professeur Djibril Samb. Vous rendez hommage aux intellectuels. C'est important de le faire parce que ça se fait peu. Oui, ça se fait peu, mais comme j'ai dit quelque part, je crois, il fallait rendre simplement la dette intellectuelle. Parce que j'ai lu un passage de Étienne Balibar et de Althusser dans leur ouvrage, je crois, pour Max, enfin, pas pour Max, je crois, Lire le Capital, où il montrait en fait que les dettes intellectuelles sont de celles qui se font le mieux. Et je crois que l'expression qu'il a employée, il faut rendre hommage au maître afin que le tailleur ne disparaisse pas sous l'habit. Et donc, c'est pour ça que nous avons tenu à leur rendre hommage. Ils nous ont marqué, et ils nous ont marqué une façon de leur rendre hommage et de leur rendre ce qu'ils nous ont donné. Des disciples de la lecture. Dieu créa l'homme. Ça, c'est magnifique. Mais l'homme est le fils de la lecture. Oui. Oui, ça c'est magnifique. J'ai oublié même, j'ai oublié que j'ai dit ça. Mais je crois que c'est une manière de montrer un peu, mais que c'est par la lecture qu'on réconcilie l'homme avec lui-même. Parce que l'homme, autant il se nourrit de pain et d'eau, mais je crois que ce qui trace la frontière entre lui et les autres membres du règne strictement animal, c'est que l'homme est fondamentalement quelqu'un qui est préoccupé, mais de nourriture spirituelle. C'est pourquoi je dis quelque part, oui, même si Dieu créa l'homme, mais l'homme, il est d'abord et avant tout le fils de la lecture, et il est la
somme véritablement de ces rencontres intellectuelles. Et je vais lire ce passage, il est magnifique. L'homme est la somme de ses lectures, lectures qui sont autant d'expérimentations différentes de la même vie, lectures qui nous ouvrent à des vies multiples, à des instants d'éternité, à des rencontres, des séparations, destinées universellement singulières qui en viennent à nous faire davantage que les enseignements reçus de l'école ou de la société entière. Que non, que Dieu créa l'homme, mais que l'homme est fils de la lecture. Oui, que l'on pardonne mon blasphème. Oui, je me retrouve maintenant. C'est une façon de montrer un peu ce que j'ai dit, Pape. C'est une manière de montrer que l'homme, en fait, la littérature en tant que telle, c'est la vie. La vie, c'est la littérature, c'est la vie. Parce que dans une littérature, on coïncide avec des phrases, on rencontre des mots, mais au-delà des phrases, au-delà des mots, c'est leur auteur, mais également tout le monde intellectuel qu'il y a derrière cet auteur-là. C'est pourquoi j'ai dit, au fond, la lecture, c'est une façon d'expérimenter les différentes façons dans lesquelles le monde se fait monde lui-même. Vive la lecture. Vive la lecture, vive la littérature. Vive Belligne, professeur, merci d'être là. Merci, papa. Délire, délices et dérives de Djolmbam, le professeur Songué Diouf jette les dés, c'est la fin de cette émission. Merci à toute l'équipe technique. Belligne vous donne rendez-vous dans 15 jours pour un autre numéro.